Les troupes allaient au combat sous la conduite d'un chef. À Athènes, c'est par un vote à main levée que l'Assemblée des citoyens attribuait les magistratures militaires, dont celle de stratèges. Les stratèges étaient des magistrats, élus au sein des tribus. Il y avait 10 stratèges, soit un par tribu. Le collège des stratèges était placé pendant un temps sous la direction de l'archonte Polémarque, qui était le véritable chef de l'armée. Cependant, le récit d'Hérodote de la bataille de Marathon montre une relation ambiguë entre le Polémarque et les stratèges. L'historien Patrice Brun affirme en effet que le commandement de l'armée athénienne était composite, et toujours en reprenant ces mots, il ajoute que c'était un attelage bancal qui dirigeait la phalange athénienne. Pour cause, les stratèges, dont le nom signifie littéralement chef de l'armée, jouissaient aussi à tour de rôle d'un pouvoir de commandement. Bien après la bataille de Marathon, la question de qui entre le polémarque et les stratèges possédait le commandement ne se pose plus. Ce sont les stratèges, et uniquement les stratèges, les chefs de l'armée. La fonction de stratège était réglementée. En effet, au cours de leur prytannie, de leur mandat d'une durée de 35 à 36 jours, soit d'un dixième de l'année politique, les stratèges faisaient l'objet d'un examen permanent. Puis, selon Aristote, lorsque leur prytannie touchait à leur terme, on consultait les citoyens sur la question suivante. Les stratèges remplissent-ils correctement leurs fonctions? Si au terme du vote à main levée, la réponse était négative, le stratège désapprouvé était traîné devant un tribunal, qui pouvait l'affliger d'une peine ou d'une amende, à moins d'être acquitté. A l'inverse, si aucun forfait ne lui était reproché, il était renouvelé dans ses fonctions. À Sparte, le commandement de l'armée incombait aux deux rois. Cependant, à partir de 506 avant Jésus-Christ, c'est l'Assemblée des Spartiates qui décidait lequel des deux souverains était chargé de mener l'armée en dehors des frontières, les deux rois ne pouvant aller en campagne ensemble. À l'image des stratèges athéniens, le comportement des rois était encadré par des usages et par des lois. Par exemple, un roi qui ne faisait pas partie de l'aristocratie royale ne pouvait se voir attribuer un commandement. En outre, il leur était interdit d'entrer en guerre s'ils ne bénéficiaient pas de l'accord de l'Assemblée. En cas de désobéissance, il revenait aux magistrats, aux efforts et à l'Assemblée de punir le roi incriminé. Sa sanction pouvait aller d'une simple amende à la peine de mort. On pouvait aussi ordonner la destruction de sa maison ou le soumettre à la surveillance de 10 Spartiates. De nombreuses qualités étaient demandées au général. Sur le plan humain, il devait être proche de ses hommes et devait combattre à égalité avec eux sur le champ de bataille. Plutarque, quand il décrit Périclès à la bataille de Tanagra, qui eut lieu en 457 avant Jésus-Christ, affirme qu'il se distingua entre tous, en payant particulièrement de sa personne. A l'inverse, le général réprouvé était celui qui par des signes extérieurs ou par son attitude manifestait sa supériorité sur ses troupes. Archiloque, un poète du 7e siècle, brosse le portrait d'un général de cette trempe. Il dit à son sujet: Je n'aime pas un général à la taille élancée, à la démarche élastique, vain de ses cheveux frisés et rasés sous le nez. Il me faut un homme trapu, je lui veux des jambes cagneuses, des pieds bien plantés en terre, le cœur solide. Et Aristophane ajoute dans son Incarnien au sujet de Lamarcos et dans son Lapée à propos d'un chef anonyme, avec ses aigrettes et son manteau d'un pourpre éclatant qu'il prétend être une teinture de sarde. Sur le plan militaire, il était demandé aux généraux, pendant la période archaïque, de savoir ordonner leurs troupes et de combattre avec courage en première ligne. De plus, à cette époque, les batailles se résumant à la recherche du choc, la ruse et l'intelligence tactique n'étaient pas des valeurs essentielles aux chefs de troupes. Cependant, au vu des changements que connut l'art de la guerre à l'époque classique, les généraux durent développer de nouvelles compétences. À partir de là, il ne leur était plus seulement demandé de faire preuve de bravoure au combat, mais également d'être en mesure de commander des troupes, de gérer les questions de logistique et de s'adapter à toute situation. En d'autres termes, la ruse devenait la meilleure alliée des généraux. La majorité des généraux, à l'exception de certains qui au IVe siècle avant Jésus-Christ pensaient qu'il était plus sage de donner les ordres depuis l'arrière et de laisser le soin des officiers plus jeunes de mener les troupes, combattaient aux côtés de leurs hommes et exposaient même leur vie au plus fort du danger. Cette composante de la fonction de général dans l'Antiquité grecque s'explique par la position que lui et son état-major occupaient dans la formation, à savoir l'angle droit avant, de l'aile droite. Cette place était la plus dangereuse de toute la formation. D'abord parce qu'étant en première ligne, le général avait de grandes chances de tomber dès les premières heures. Ensuite parce que personne ne protégeait son flanc droit.
Malgré les risques encourus, elle était aussi un moyen pour le général de prouver sa valeur au combat, puisque les hommes placés derrière lui étaient des témoins directs de ses prouesses militaires. Dans ces conditions, la mort du général n'était pas chose rare dans l'Antiquité grecque. Et quelle que soit la cité concernée, elle était à coup sûr la destinée du général de l'armée défaite. Pour ne citer que quelques noms, le roi Léonidas périt avec ses 300 à la bataille des Thermopyles. Cléon mourut lors de la débâcle athénienne à Amphipolis. Parfois, c'était même tout l'état-major qui tombait dans une seule bataille, comme ce fut le cas de celui des Spartiates à la bataille de Leuctre. La victoire d'une armée ne garantissait pas non plus la survie de son général. Ce qui fait dire à l'historien Victor Davis Hanson que la sécurité d'un général importait moins que sa présence sur le champ de bataille. En fait, le général avait surtout un impact moral sur ses troupes. En effet, la présence de ce modèle sur le champ de bataille poussait le reste de son armée à bien se battre, et aucun soldat des rangs arrière ne pouvait justifier un abandon de poste ou une fuite, alors que son général combattait lui au plus fort de la bataille. Le général pouvait compter sur une chaîne de sous-officiers compétents. Leur rôle était, après que le général les ait mis au courant de la stratégie ou de la ruse qui allait être employée, de transmettre à leurs hommes le déroulé de l'opération et de les informer du signal correspondant à chacune des manœuvres de combat. Dans l'anabase, c'était le son des trompettes, qui jouait à de multiples reprises le rôle de signal. Sinon, c'était l'olos, un instrument à vent au son perçant. Le musicien qui en jouait se nommait l'olette. Sur le champ de bataille, à la demande du général qui lui indiquait d'un signe de la main, l'olette contrôlait la vitesse de marche des troupes, en accélérant ou en ralentissant le tempo de la musique. Il avait aussi le pouvoir de transmettre des ordres précis, grâce à des sonorités et des notes particulières. Cette méthode était bien sûr facilitée par l'omniprésence de la musique dans la culture grecque, et par le sens du rythme et l'oreille musicale qu'avaient développé les hoplites à son contact. En 508 avant Jésus-Christ, le législateur Clisthène a fait passer de nombreuses réformes, qui ont eu pour conséquence de modifier la répartition de la population athénienne. En effet, à l'origine, les citoyens athéniens étaient répartis dans 4 tribus ioniennes. Après la réforme de Clisthène, ces 4 tribus passèrent à 10. Chacune d'entre elles portait le nom d'un héros légendaire de la cité d'Athènes. Par exemple, la tribu Érectéis était nommée ainsi en hommage au roi Érectée, le nom duquel a été réutilisé pour baptiser les Rectéiones. Ces tribus étaient elles-mêmes subdivisées en 3 tritises, qui chacune correspondait à l'une des 3 divisions géographiques du territoire de l'Attique. Plus concrètement, une de ces 3 tritises était composée par les habitants vivant dans la Paralie, la zone côtière. Une autre couvrait la Mésogée, la zone intérieure, et enfin la dernière comprenait les habitants de la ville. Les tritises étaient ensuite divisées en dèmes. Les dèmes désignaient des villages, entourés par un territoire agricole ou par des quartiers urbains. À partir des réformes de Clisthène, chaque citoyen était désigné par le nom de son dème, et plus par le nom de son père. Ainsi, pour que leurs droits soient valides, chaque citoyen était contraint de s'inscrire dans son dème. Les tribus, tritises et dèmes représentaient donc des cellules, où étaient recrutés les acteurs de la vie politique, et constituaient aussi la base de l'organisation des phalanges athéniennes. En effet, lors des guerres médiques, chaque tritie fournissait une unité d'environ 300 soldats, soit environ 900 soldats par tribu, puisque pour rappel les tribus étaient composées de 3 tritises. Du reste, pendant les guerres médiques, l'armée athénienne était organisée de la sorte. À sa tête, on trouvait l'archonte Polémarque. Puis, sous l'archonte, venaient les 10 stratèges, qui chacun commandait une tribu. Enfin, sous les stratèges, il y avait les locages, à la tête des lokoi. Pendant la guerre du Péloponnèse, on retrouvait un ou plusieurs stratèges, à la tête de l'armée athénienne. Ensuite venaient les 10 tarxiaques, soit un par tribu, qui commandaient chacun une taxis, un régiment d'environ 1000 hommes. Enfin, chaque taxis comprenait les lokoi, commandés par un ou peut-être plusieurs locages. Le nombre de lokoi et le nombre d'hoplites au sein de chaque locos devait dépendre des besoins du moment. Cependant, pour le nombre d'hoplites, Aristophane avance dans son Lysistrata qu'il y aurait peut-être eu 30 hommes par locos. L'organisation des phalanges spartiates est la mieux connue. À l'origine, la population spartiate aurait été divisée en 3 tribus, mais avec l'introduction des réformes militaires, elle serait passée à une organisation en villages. Il y aurait eu 5 villages, qui chacun fournissait un locos d'environ 900 hommes. Ces lokoi auraient ensuite été divisés en 30 triacades de 30 hommes. Avec cette organisation, l'armée spartiate des premiers temps pouvait déployer 4500 hommes au total. La guerre médique a cependant marqué un changement dans l'organisation initiale
et a coïncidé avec une augmentation de l'effectif des troupes. En effet, chaque locos comptait à partir de cette époque 1000 hommes. Ces locoi de 1000 hommes étaient divisés en 20 ponte conti de 50 hommes. Ces ponte conti ou ponte costi étaient en fait les unités qui remplacèrent les triacades. En 418 avant Jésus-Christ, à la bataille de Mantinée, l'armée spartiate était divisée en 5 locoi de 512 hommes chacun. À ces 5 locoi s'ajoutèrent 2 locoi supplémentaires, dont l'un était composé par les Néo-Damodeis, des ilotes affranchis, et le second par les Brasideoi, des hommes du général Brasidas, ayant survécu à la bataille d'Amphipolis. Ces 7 locoi étaient divisés en 4 ponte conti de 128 hommes. Ces ponte conti étaient commandés par un ponte-comte ou un ponte-coste. Ces 4 ponte conti étaient eux-mêmes divisés en 4 énomoti de 32 hoplites. Chaque énomoti était commandé par un énomortakos. Au total, l'armée spartiate pouvait déployer à cette époque 3584 hommes. À l'époque de Xénophon, vers 403 avant Jésus-Christ, l'armée spartiate comptait 6 moras, de 600 hommes chacune, ces 6 moras étant elles-mêmes divisées en 2 locoi de 300 hommes. Enfin, avec l'adoption de la mora, le système de recrutement basé sur les villages fut abandonné. Un affrontement entre phalanges pouvait se dérouler de la façon suivante. De part et d'autre d'une plaine, les deux armées, rangées en carré ou en rectangle, écoutaient la harangue de leur général. Une fois que ce dernier avait achevé son discours, l'ordre de marche était donné, par l'intermédiaire de trompettes ou par l'holos. Les bruits, les clameurs, les casques au moins le temps qu'ils étaient fermés, rendaient cependant le signal inaudible pour les hoplites, qui plus vraisemblablement se transmettaient l'ordre par le bouche à oreille. Cette première mésentente n'était pas démunie de conséquences, puisque les armées, si elles étaient parfaitement ordonnées à l'arrêt, perdaient peu à peu leur cohésion, et ce dès l'entame de la marche. Ce phénomène touchait aussi bien les différentes ailes, ne démarrant pas leur marche au même moment, que les rangs composant chaque phalange. Là en effet, les hoplites pouvaient ne pas remarquer tout de suite que les hommes placés devant eux commençaient à se mouvoir. Une fois ce retard accumulé, il était impossible pour une phalange d'y remédier, à moins d'être une armée expérimentée, et l'étape de la marche qui s'ensuivait ne faisait qu'accentuer ce défaut. La différence d'âge entre les hoplites peut être ici un élément d'explication. En effet, au sein des phalanges, une quarantaine d'années pouvaient séparer les hoplites les plus jeunes des plus vieux, ce qui implique que tous ne possédaient pas une résistance et une endurance à toute épreuve. Pendant la marche, les pas de milliers de soldats soulevaient un immense nuage de poussière que les auteurs n'ont pas manqué de décrire. Le premier à y accorder de l'importance est Homère, lorsqu'il décrit le premier affrontement entre Achéens et Troyens. Comme les vents sonores soufflant en tempête, quand la poussière abonde sur les routes, la ramasse et en forme une énorme nue poudreuse, de là même la bataille ne fait plus qu'un bloc des guerriers. Ce qu'il ne précise pas, c'est que les hoplites, pris dans cette masse de particules, étaient aveuglés, et que la poussière en suspension rendait l'air suffocant. Dans de telles conditions, les hoplites ressentaient la présence de leurs camarades grâce aux armures qui se frôlaient, aux lances qui se touchaient, aux boucliers qui se heurtaient. Le bouclier était un indice d'autant plus important que par essence les hoplites recherchaient la protection du bouclier de leurs voisins de droite, ce qui d'ailleurs amenait la phalange à dériver vers la droite pendant sa progression. Au bruit des armes s'ajoutait le concert de milliers de voix humaines. Entre eux, les soldats s'exhortaient à maintenir la cohésion au sein des rangs, et bavardaient aussi dans le but d'entretenir mutuellement leur ardeur au combat. Des clameurs individuelles s'élevaient aussi des rangs, tandis que les Spartiates avaient quant à eux l'habitude de reprendre d'une seule voix un chant qui disait ceci: « Courage, enfants de Sparte, féconds en guerriers, valeureux citoyens, armez votre bras du bouclier, poussez hardiment vos lances, sans épargner votre vie, car ce n'est pas la coutume à Sparte. » Lorsqu'enfin une distance d'environ 200 mètres séparait les deux armées, chose bien entendu difficile à évaluer en situation de guerre, et si on prend en compte que les deux armées étaient en mouvement, le général donnait l'ordre d'accélérer le pas. Cet ordre, il le donnait souvent bien avant les 200 mètres, car attendre trop longtemps, c'était prendre le risque de se faire heurter de plein fouet par l'armée adverse, qui elle était lancée à pleine vitesse. Là encore, les casques fermés représentaient un frein à la bonne transmission des ordres. Ce problème majeur fut ensuite corrigé par l'adoption de casques, ouverts au niveau des oreilles. Une fois l'ordre assimilé, les hoplites se ruaient sur l'armée adverse, dans ce que Victor Davis Hanson surnomme la course. Les premiers à s'être élancés au pas de course contre l'ennemi furent les Athéniens à la bataille de Marathon. Puis ce qui fut un simple élan d'enthousiasme fut copié par d'autres armées.
La course était l'une des phases capitales du combat, qui pouvait déjà sceller la victoire ou la défaite d'une des deux armées. En effet, si la formation en venait à se rompre complètement, et qu'une poignée d'hoplites isolés en venait à aborder une formation restée compacte, la défaite était assurée. Si ce cas demeure néanmoins rare, il arriva plus fréquemment que des phalanges ayant cédé à la peur se soient présentées très désorganisées face à leur adversaire. C'est pourquoi les Spartiates, afin de rester compacts, se déplaçaient d'un pas lent, en théorie seulement, car cette bonne attitude n'a pas toujours été appliquée à la lettre. Pendant la course, les hoplites poussaient un cri terrible, censé effrayer leur adversaire. Celui des Athéniens s'apparentait à un LLLE. De plus, les hoplites des premiers rangs positionnaient leurs lances, de façon à blesser ou tuer leur opposant direct. Il y avait deux manières possibles de la tenir. La première était de la maintenir par en dessous et parallèle au corps. L'avantage de la tenir ainsi était qu'elle apportait un surplus d'équilibre pendant la course. Et le deuxième avantage, c'est qu'elle permettait de frapper en dessous du bouclier de l'adversaire. En effet, les hoplites étaient vulnérables, du haut du genou jusqu'à l'aine, ces parties du corps n'étant pas protégées par une quelconque protection. La littérature grecque ainsi que l'imagerie sur vase déborde d'exemples d'hoplites ayant été touchés à ces endroits. Tyrtée, par exemple, rapporte le cas d'un vieux soldat qui, après avoir été touché à l'aine, s'écroula au sol en tenant sa plaie ensanglantée. De plus, un coup porté par en bas projetait le soldat sur son voisin de derrière, immobilisant deux ennemis à la fois. La deuxième façon était de la tenir en biais, à hauteur de la tête, ou bien un peu au-dessus de la tête. Cette position-ci permettait de frapper un homme au cou, ou dans les parties du visage non protégées par le casque. Avec l'élan, il était aussi tout à fait possible de perforer la cuirasse, et de blesser un adversaire à la poitrine. Lorsqu'arrivait enfin le choc, les premières lignes de chaque armée qui ne pouvaient plus reculer, à cause de la poussée des lignes arrière et de l'élan de la course, s'écrasaient les unes contre les autres, à une vitesse d'environ 8 km/h. Le bruit de l'impact était terrible, autant que la violence du choc. Les lances se heurtaient au casque, aux cuirasses, aux jambières, ou alors s'insinuaient sous les boucliers, déchiraient les muscles de la cuisse et de l'aine, perforaient les armures, transperçaient les gorges, s'enfonçaient dans les crânes, se brisaient sur les boucliers. Ceux qui avaient été touchés mortellement gisaient comme endormis sur le sol, tandis que les blessés se raccrochaient désespérément à la vie, et parfois laissaient s'échapper un râle de douleur. Quant aux survivants, ils poursuivaient inlassablement le combat. Au cœur de la mêlée, les hoplites combattaient casque contre casque, poitrine contre poitrine, bras contre bras, lance contre lance. Ce spectacle relevait davantage de la lutte de barre que de la bataille ordonnée. Il y régnait en effet une telle confusion que les cuirasses et les épizèmes étaient inefficaces à différencier les amis des ennemis et que les repères étaient brouillés. On pouvait par exemple avoir ses alliés devant soi et ses ennemis dans le dos. De plus, les soldats frappaient dans le tas et à l'aveugle avec ce qu'ils avaient sous la main. Ça pouvait être à l'aide d'une lance, d'une courte épée, d'une pointe de lance brisée. Et si les bousculades, causées par la poussée des lignes arrière, empêchaient d'en faire usage, alors ils se servaient de leurs mains pour attraper les lances des ennemis, se saisir de leurs cheveux, de leurs barbes, de leurs casques, puis en profiter pour les faire tomber au sol. Prisonniers de cette masse inextricable, les hoplites voyaient leur odorat saturé par l'odeur de sueur, de sang et d'excréments. Leur vision, brouillée par leur casque et par la poussière, ne se résumait qu'aux maîtres devant eux et aux silhouettes des soldats qui les entouraient. Leur ouïe était harcelée par le fracas des lances sur les armures. Les hoplites, qui combattaient au sein des trois premières lignes, devaient donc faire preuve d'un état d'esprit presque contradictoire, puisque selon Victor Davis Hanson, il leur incombait de combattre avec frénésie pour essayer d'ouvrir des brèches dans leur formation adverse, et en même temps qu'ils laissaient libre cours à leur violence, ils devaient garder un œil sur leurs voisins d'à côté, pour s'assurer de ne pas avoir laissé d'ouverture dans leur propre rang. Dans ces conditions, les exploits individuels étaient mal considérés, car si un hoplite œuvrait pour sa gloire personnelle, en retour il ouvrait des brèches dans les rangs de sa propre armée, exposant ainsi ses camarades aux assauts ennemis. Les lignes arrières, quoique ne participant pas activement à la lutte, tenaient un rôle important dans la bataille. D'abord, lors de la progression de la phalange, elles protégeaient les premières lignes des projectiles, en faisant rempart de leurs lances. Ensuite, elles s'amassaient derrière les troupes prises dans la mêlée, afin d'empêcher les hoplites ennemis qui avaient passé les mailles des premières lignes d'aller trop loin dans la phalange. Les troupes de l'arrière devaient aussi empêcher les soldats apeurés de quitter la formation, et devaient achever avec le talon de leur lance les ennemis tombés au sol. Enfin, elles exerçaient une poussée continue sur le dos de leurs voisins de devant.
quand il était devenu trop difficile pour une phalange de résister à la poussée adverse, ou bien qu'au milieu de la mêlée, la balance penchait en faveur d'une des deux armées, alors il était certain qu'une ou plusieurs brèches étaient sur le point de s'ouvrir. Une fois que cela arrivait, les hoplites s'engouffraient dans les ouvertures, en essayant de rester compacts, et avec le soutien des lignes arrière. À mesure qu'une des deux phalanges s'aventurait toujours plus loin dans la formation de son adversaire, et que son effondrement était imminent, l'égoïsme, le désir de sauver sa propre existence, commençait à primer sur l'esprit de corps. De ce fait, certains hoplites se défaisaient de leur équipement et abandonnaient les rangs, devenant par la même occasion des cibles de choix pour la cavalerie et pour les traits des soldats légers. Comme un effet domino, la panique se diffusait dans les rangs arrière, où les soldats, constatant que la poursuite de tout effort devenait inutile, quittaient à leur tour la formation. À ce stade où l'une des deux phalanges s'était effondrée, l'armée victorieuse se mettait à la poursuite des vaincus. Les fuyards étaient inévitablement abattus dans le dos. D'autres, pour éviter ce déshonneur et pour tenter de sauver leur peau, combattaient en duel tout ennemi, qui attentait à leur vie. Certains hoplites, pour augmenter leurs chances de survie, se regroupaient et ensemble battaient en retraite. Au cours de l'histoire grecque, le combat en phalange a pu varier de ce schéma-ci. Pour commencer, à l'époque archaïque, les phalanges qui abritaient en leur sein les soldats légers comme les frondeurs pouvaient être plus ouvertes. Le nombre de rangs de profondeur a aussi pu différer. Une phalange traditionnelle comptait généralement entre 8 à 12 rangs de profondeur. Les Thébains, à la bataille de Délion, alignèrent quant à eux une phalange de 25 rangs de profondeur. Enfin, si l'aile la plus forte était l'aile droite, la bataille de Leutre, qui eut lieu en 371 avant Jésus-Christ, constitue une exception à la règle. En effet, au cours de cette bataille qui opposa les Spartiates du roi Cléombrote aux Thébains d'Épaminondas, le général thébain introduisit une innovation en matière de tactique, la phalange oblique. La phalange oblique consistait simplement à inverser le rapport de force, en augmentant la capacité de l'aile gauche, ce qu'Épaminondas fit à merveille, puisqu'il la dota de 50 rangs de profondeur. Face à elle, l'aile droite spartiate résista un temps, puis croula, sous la poussée des lignes innombrables. Cléombrote mourut pendant l'affrontement. Son état-major fut décimé. Les survivants de l'armée spartiate se débandèrent, et leurs alliés refusèrent tout bonnement le combat. Le combat en phalange s'accompagnait dès l'époque archaïque de problèmes d'organisation, et le statut de l'hoplite de problèmes de calendrier. Pour que les phalanges puissent en effet déployer tout leur potentiel offensif, il fallait dénicher pour le jour de la rencontre un terrain non accidenté et non jalonné d'obstacles. L'inverse aurait contraint les hoplites à rompre la formation pendant leur progression, puis à engager une manœuvre de ralliement, ce qui au vu de leur équipement très lourd était irréalisable, excepté pour des troupes expérimentées. Au souci du terrain s'ajoutait la contrainte du calendrier, duquel les hoplites étaient dépendants. En effet, il ne faut pas oublier que la plupart des hoplites étaient des paysans propriétaires qui vivaient de leurs terres, et que le rythme de leur vie dépendait des saisons agricoles. Par conséquent, ces travailleurs de la terre étaient mobilisables qu'à des moments précis de l'année et pendant des courtes durées. La guerre à cette époque était suscitée par le désir de s'approprier des terres arables. Or, elles étaient rares. Malheureusement, certaines techniques de guérilla utilisées pour se les accaparer ou au contraire pour les défendre touchaient directement les civils ou alors endommageaient ces terres précieuses. Cela était d'autant plus problématique que l'équipement hoplitique empêchait les soldats de réagir efficacement. Pour toutes ces raisons, fut instauré des lois afin d'empêcher tout débordement et pour imposer le combat hoplitique comme seule solution possible. Ces lois n'étaient pas écrites, mais elles étaient acceptées par toutes les cités au vu de leur expérience de la guerre. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Thucydide a appelé ces lois les lois communes, ou koina nomina. Il existait 12 règles, que je ne vais pas toutes citer. Certaines d'entre elles interdisaient de malmener les prisonniers, de s'en prendre aux civils, au personnel religieux ou aux lieux sacrés. Ces règles stipulaient aussi que les trophées, élevés avec les armes des vaincus, étaient un gage de victoire. Ou encore que les hostilités devaient être officiellement déclarées avant que se déroule le combat. Dans l'ensemble, ces lois ont été respectées jusqu'à la guerre du Péloponnèse, et même à cette période où des crimes ont été perpétrés, les responsables se disculpaient eux-mêmes, aux yeux des autres cités. Ces lois normalisaient donc le combat hoplitique, et le ritualisaient. Le jour, l'heure et le lieu du combat étaient en effet décidés à l'avance, pour que les conflits se règlent en une seule bataille, et pour que l'ère de combat puisse permettre aux phalanges de se déployer et d'agir efficacement. De plus, ces lois écartées du champ de bataille
certaines pratiques déloyales, comme les escarmouches, les ruses, les tactiques d'harcèlement et les combats de nuit. La guerre, comme la concevaient les Grecs à l'époque archaïque, consistait en une bataille décisive, afin de permettre aux hoplites de rentrer plus rapidement chez eux. Elle traduisait aussi du point de vue de l'envahisseur son désir de s'accaparer des terres qu'il possédait à l'heure du combat, car il avait pénétré la Cora. Alors que la cité, en envoyant ses hoplites, manifestait son attachement à ces terres et montrait son désir d'en repousser l'ennemi. D'ailleurs, la poussée que réalisait la phalange symbolisait ce geste, de bouter l'adversaire hors du territoire. À l'issue de la bataille, les terres revenaient aux vainqueurs pour les saisons ou années à venir. Quand une des deux armées était mise en déroute, l'armée victorieuse pouvait se lancer à sa poursuite et faire des prisonniers les soldats capturés. Cependant, cette poursuite ne durait jamais très longtemps, car le poids de l'équipement ne permettait pas aux soldats de parcourir de grandes distances. De plus, les vainqueurs, en rompant les rangs, pouvaient s'exposer aux soldats légers ou à la cavalerie adverse. Restreindre la poursuite symbolisait aussi la volonté des Grecs de limiter le conflit à la bataille rangée. La même idée apparaît dans les écrits de Strabon, qui dit que pendant la guerre lélantine, opposant Chalkis à Érétrie, les deux armées auraient interdit l'usage d'armes de jet. Par ces principes, le destin des cités était confié à la capacité de leur armée à sortir vainqueur d'un affrontement loyal, tout en essayant de limiter au maximum le nombre de morts dans les deux camps. Cela dit, c'était au cours de la fuite que les pertes étaient les plus grandes. L'objectif cependant n'était pas la destruction totale de l'armée adverse. En accord avec ce principe, on ne tuait pas les prisonniers, qui étaient rendus en échange d'une rançon. Avec les armes qu'avaient laissées derrière eux les fuyards, et celles prises sur les morts, les vainqueurs érigeaient un trophée. Le mot trophée vient à la base de tropée, qui désignait la panique, se saisissant des soldats lorsqu'ils constataient qu'à un endroit du front, l'armée avait été vaincue. L'érection d'un trophée avait pour but de cristalliser le succès des vainqueurs, aux yeux des hommes et des dieux. Cependant, il n'interdisait pas à la cité défaite de revenir à la charge, même si la plupart du temps elle ne le faisait pas, car une fois en déroute, les hoplites parvenaient difficilement à reformer une nouvelle phalange. Si la cité, par contre, réclamait ses morts, indirectement elle admettait sa défaite. Ces règles, même si elles continuèrent à être appliquées, furent enfreintes à de nombreuses reprises, au cours de la guerre du Péloponnèse. Pendant cette guerre qui mit aux prises Athènes et la Ligue de Délos à Sparte et la Ligue du Péloponnèse, les Athéniens ne jouèrent pas le jeu de la guerre rituelle. En effet, lorsque Sparte et ses alliés envahirent l'Attique et qu'ils attendirent que les Athéniens ripostent en envoyant une armée pour la bataille décisive, ces derniers préférèrent retrancher leur population derrière les longs murs et laissèrent les Spartiates ravager leur territoire. En fait, d'après l'historien Victor Davis Hanson, Périclès n'eut jamais l'intention d'attaquer les Spartiates de manière frontale. Sa stratégie consistait en réalité à se servir des longs murs, comme d'un refuge pour accueillir pendant un mois les civils et les fantassins, le temps que passent les attaques des Spartiates. Puis il chargea sa flotte de ravitailler la cité en vivres et d'organiser des escarmouches en territoire ennemi. Par là, son objectif fut donc de créer une impasse et de décourager les Spartiates. Il en demeura pas moins que la situation ne prit pas la tournure qu'espérait Périclès, et que la guerre qui s'ensuivit s'écarta du modèle traditionnel par les nombreuses exactions qui furent commises. En ces temps troublés, on n'hésita pas à poursuivre les fuyards pour exterminer le camp ennemi et attaquer de nuit. C'est ce qui se passa en Ambracie, en 426 avant Jésus-Christ. À cette date, les Athéniens commandés par Démosthène, avec leurs alliés Amphilochtiens et Acarnaniens, attaquèrent de nuit, et pendant leur sommeil, une troupe venue prêter assistance aux Ambraciotes et aux Mantinéens. Les rescapés Ambraciotes réussirent dans un premier temps à s'échapper, puis s'étant égarés, ils finirent par tomber dans un ravin, où ils furent massacrés par les Amphilochtiens qui les avaient pourchassés. La ruse aussi l'emporta sur l'honneur de combattre loyalement. En 422 avant Jésus-Christ, à Amphipolis, les Spartiates, sous la conduite du général Brasidas, sortirent au pas de course, prenant par surprise les Athéniens, alors en pleine manœuvre. Au final, ces derniers furent défaits, et les fuyards furent anéantis par des troupes de Peltaste, alors que les lois communes interdirent de malmener les prisonniers, et qu'en échange d'une rançon, ils furent restitués à leur camp. Au cours de la guerre du Péloponnèse, on n'hésita pas à s'en prendre à eux. Les chefs de trière, en effet,
demandèrent à ce que les rescapés soient noyés, ou alors que leurs mains soient coupées, en représailles d'un acte dont s'était rendu coupable leur camp. Les soldats ne furent pas les seuls à être touchés par cette guerre. Les civils aussi eurent leur lot de souffrances. En 413 avant Jésus-Christ, des mercenaires thraces furent licenciés par Athènes. Alors qu'ils furent sur la route pour rentrer chez eux, ils s'arrêtèrent en Béotie, pillèrent la cité de Mycalès et massacrèrent des enfants qui se trouvaient dans une école. Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un like, un commentaire. Et sur ce, à plus.